Salut à vous. Je crois que la caméra est pas super centrée. Là, c'est un petit peu mieux. Bon, bah, depuis le temps, la barbe un peu repoussée. Voilà, donc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, notamment concernant, eh bien, ce fameux apprentissage que je suis sur FreeCodeCamp. Parce que voilà, j'ai d'autres préoccupations, je dois bientôt déménager en décembre logiquement, et voilà, il y a d'autres priorités en somme. Donc, entre-temps, je continue quand même à faire mes petits bidules. Donc je me suis dit, on va quand même continuer tout doucement à avancer sur ce fameux apprentissage FreeCodeCamp. Et donc là, actuellement, on est sur la création d'une page produit. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai suivi toutes les indications qui m'étaient données. Et bien sûr, l'objectif, c'est de mettre en application les connaissances qu'on a déjà acquises au travers des cours précédents. Donc là, il s'agit entre autres d'utiliser Flexbox pour la mise en page, donc pour le système de grille en somme. Il y a Flexbox. Je sais pas pourquoi je me répète comme ça, mais c'est pas grave. Je bug de temps en temps. Donc, comme je le disais, il y a Flexbox d'un côté, mais il y a aussi Grid CSS. Et en fait, il y a parfois un débat entre utiliser l'un ou l'autre. Et en fait, personnellement, j'ai vu que, en tout cas pour mon utilisation propre, il était pas mal d'utiliser Grid CSS pour définir la mise en page globale du site, parce que ça permet une plus grande liberté dans la manière d'agencer justement la grille. Et puis ensuite, pour des éléments mineurs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les éléments qui sont à l'intérieur même du site internet, je ne sais pas moi, par exemple, un menu, le contenu d'une section ou ce genre de choses, j'ai noté que Flexbox pouvait très bien faire le travail. Bon, peu importe. Dans cet exercice-là, il était demandé uniquement d'utiliser Flexbox, ce que j'ai fait, et également les media queries pour gérer le côté responsive selon la largeur de l'écran. Donc voilà, alors pour pas perdre trop de temps, parce que là il y avait quand même pas mal de boulot, il fallait que je réfléchisse un petit peu, je me suis dit je vais pas vous faire un live, je vais pas prendre 3 quarts d'heure pour faire toute la mise en page, parce que c'est une chose que je maîtrise pas tout à fait encore. Je me suis dit on va tout faire d'abord, puis ensuite je vais leur montrer un petit peu comment j'ai opéré dans les grandes lignes. Alors, grosso merdo, il était demandé de... Alors on revient... de créer donc un simple header, ou header. Donc voilà, avec un ID, comme d'habitude. Donc ce que j'ai fait... à l'intérieur de celui-ci, il fallait, qu'est-ce qu'il disait, créer une navigation. On le voit ici. Bon, en apportant tout plein d'attributs à droite à gauche. Et il y a aussi le fait d'ajouter une image. Je sais pas où c'est, mais on s'en fout. Donc il fallait aussi ajouter une image. Donc un logo, ce qu'on voulait. Et puisque moi je m'intéresse aux langues construites, je me suis dit, le logo, enfin un des logos assez représentatif de la chose, c'était celui-ci. De souvenir, ça provient d'un forum où on discute de langues construites. Voilà, donc le menu est en place, il est en Flexbox, etc. Voilà, donc de suite on peut voir que c'est responsive. Alors j'ai pas essayé de chercher à faire trop compliqué en mettant un menu hamburger. Alors attention, ce menu hamburger là n'a rien à voir avec le site actuel. C'est le petit module qui contrôle si le site, voyez, est complet, ce qui est le cas. J'ai respecté toutes les étapes. Non, là, il n'y a pas de bouton hamburger pour activer et désactiver vous voyez, ce menu vertical. Là, c'est du responsive vraiment basique. J'ai pas voulu m'embêter. Voilà, donc ensuite, bon, il était demandé également de créer donc une balise vidéo. Alors, il parlait d'embed, le fait d'intégrer
une vidéo, donc j'imagine YouTube. Moi j'ai préféré utiliser plutôt la balise HTML5 vidéo et y intégrer un flux de vidéo YouTube. Alors le problème c'est que ça marche le premier coup, puis après ça cesse de marcher. Peut-être une question d'autorisation du côté de YouTube. Bon, peu importe. Tant que faire se peut, je préfère utiliser les balises... Pardon, c'est pas ici en plus, c'est un peu plus bas. Non, où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Ah, ici, voilà. Ici que ça se passe, vous voyez. Hop, bim. Donc, balise vidéo, et puis l'attribut contrôle pour faire apparaître les boutons player et tout. Mais bon, voilà. Parce que pour gérer le côté responsive d'un lecteur vidéo, c'est quand même plus simple d'utiliser la balise vidéo HTML5. Parce que les contenus extérieurs à intégrer, tels que YouTube, avec les iframes, quoi, les iframes, c'est un peu le bordel, hein. Franchement, je vous le dis, c'est pas terrible. Donc, si je le peux, je préférerais ce genre de lecteur. Voilà, je parle beaucoup, hein, je sais. Donc ensuite, je parlais d'un formulaire tout à l'heure. Alors, il y a ma vidéo qui cache un petit peu, là, c'est embêtant. J'avais pas prévu de truc comme ça, mais c'est pas grave. Bref, il est en bas, et en fait, quand on réduit la fenêtre comme ça, vous voyez, et ça va pas se voir, hein. Ouais, ça va pas se voir, connerie. Ah, bon, bah, je vois pas comment faire. Attendez, je sais. On va changer la vue. On va faire cette vue-là, par exemple. On va peut-être avoir moins de... Ah non, mais je suis con. On va pas avoir responsive si je fais ça. Bon. Ouais, c'est pas terrible dans tous les cas. J'ai pas prévu le coup. C'est pas grave. On s'en fout. Bref, ensuite, bon, il était demandé de créer, en fait... il était demandé d'ajouter 3 éléments dans le menu et que chaque élément pointe sur une section de la page. Donc, il fallait créer plusieurs sections. Et donc, la première section, eh bien, ça concerne l'espéranto. Donc, vous voyez, on clique, ça arrive dessus. Ensuite, la deuxième section, c'est les autres langues. Donc là, on tombe sur l'interlingua, par exemple, Tokipona ou l'idepla. Et puis la troisième, c'est rester informé. Alors, bien sûr, vu que tout est collé, c'est pas, on voit pas forcément le décalage. Donc voilà, tout ça, ça a été respecté. Voilà, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en somme, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Voilà, donc j'ai trouvé les images ici sur Amazon. J'ai essayé d'en trouver qui soient toutes à peu près de même proportion. Et puis voilà. Donc c'est pas foufou, mais l'essentiel c'est quand même juste de répondre à ce qui est demandé dans l'exercice. Et bon, même si c'est pas non plus hyper folichon, hyper complet et tout, bon, ça fait le taf. Je peux vraiment améliorer tout ça, hein, c'est sûr, mais voilà, l'idéal c'était vraiment de... Pas l'idéal, pardon, mais l'essentiel c'était de compléter l'exercice. Voilà. Bon, tout ça, c'est comme d'habitude, c'est assez improvisé, c'est un peu bordélique, m'en voulez pas. Hein. Voilà, donc, avant de finir cette vidéo, ce que je peux faire, c'est vous montrer que à côté, j'ai toujours mes petits projets. Donc là, en fait, j'essaie de me créer un portfolio. Donc là, je le crée en local d'abord. Et ensuite, je le balancerai sur GitHub, parce qu'en fait, ça utilise Jekyll. Et ensuite, je balancerai tout ça sur GitHub parce que c'est un hébergement gratos. On peut héberger autant de fichiers qu'on veut et tout, donc c'est vachement bien. Simplement, il faut que j'essaie de maîtriser un peu l'outil de Jekyll, qui n'est pas tellement difficile, hein, mais il a quand même quelques particularités, et si on n'est pas doué, vraiment doué en la matière, on peut être là à se poser 1000 questions. Oui, mais comment? Je comprends pas, blablabla. Donc... fort heureusement, on trouve plein de ressources sur Internet qui peuvent nous aider. Et on finit par arriver tout doucement, mais sûrement, à faire ce qu'on veut. Donc là, l'idée, en fait... Là, je me concentre pas trop sur le design. J'essaie de faire quelque chose juste d'assez sobre pour me concentrer sur l'aspect fonctionnel du site. Puis après, bon, une fois que ça fonctionnera bien, je ferai un peu plus de CSS. Voilà. Donc là, actuellement, ça utilise du grid et du flexbox. Ça utilise aussi le rythme vertical. Donc il y a un site internet qui s'appelle CSS Grid Lover, je crois.
où en fait il nous file un outil qui nous permet de gérer le rythme vertical de la police. C'est-à-dire pour que la police puisse, comment dire ça, se décomposer, on va dire, proportionnellement dans le document. Vous voyez, avec les H1, H2, H3, et puis ensuite les balises P et tout le temps de soin. Voilà, c'est pour que le document soit beau à regarder dans l'ensemble, pour qu'il y ait une logique dans le développement dans l'affichage de la police, en somme. Donc pour le système de grid CSS, il y a un générateur qui m'a un petit peu aidé. Bon, après, on tripatouille quand même à la main. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça avant de quitter dans mon éditeur de code. Mais avant, ce que je voulais souligner, c'était le fait que je voulais vraiment aboutir à une chose, c'est être capable de proposer un site multilingue. Et ça, en général, c'est pas simple. Déjà, avec WordPress, en général, c'est une vraie usine à gaz, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un plugin, et puis il faut tripatouiller, avoir 36 champs partout, c'est dégueulasse, c'est compliqué. Là, avec Jekyll, certes, il faut y mettre la main, il faut aller dans la mécanique et il faut tripatouiller, mais c'est beaucoup plus propre. Et puis, vous maîtrisez tout l'aspect de la traduction du site. Donc, certes, c'est artisanal, mais c'est propre. Et voilà, vous savez exactement ce que vous voulez traduire, dans quelle partie de votre site et tout. Vous faites ça aux petits oignons, c'est super. Voilà, donc là, c'est encore le bordel, hein, je suis désolé, mais grosso merdo, vous voyez, vous avez un sélecteur de langue ici. Bon, bah, quand je clique par exemple sur EN pour anglais, vous voyez que le menu en haut change. Et vous avez aussi les articles à gauche. Enfin, uniquement pour cette partie-ci, hein, parce que le reste, je m'en suis pas encore occupé, vous voyez. Ça change. Ça n'est que le tout début. Mais voilà, l'essentiel, c'est que ça commence à fonctionner, je suis assez content. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que je suis ce tuto-là, qui explique comment est-ce qu'on rend le site, comment on rend un site Jekyll multilingue. Et puis, le gars a aussi, en fait, un GitHub, avec un site web Jekyll de base, incluant son système de traduction. Alors, vu que de temps en temps, je ne comprends pas toujours tout ce qu'il fait là-dessus, je vais sur son GitHub, je regarde le code, et puis ça devient un peu plus clair. Vous voyez, puis je finis par parvenir à faire ce que je veux. Voilà. Donc, pour finir, comme je le disais, cette vidéo va être un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Alors oui, la lumière, je fais des économies, donc en général, vous voyez, je retombe dans l'obscurité, mais on s'en fout. Il faudra que je fasse quelque chose un jour quand même pour me filmer dans des conditions un peu plus nickel que ça. En plus, c'est un thème black, forcément. Ce que je peux vous montrer rapidement, bah voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un système de data. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée un menu multilingue. Et ensuite, avec le code Jekyll, eh bien, je peux l'utiliser. Donc c'est un fichier data, un fichier YML. Et voilà, je l'utilise dans le menu que vous avez vu tout à l'heure. Là, c'est la partie introduction, c'est-à-dire sur la page, vous avez vu qu'il y a un cadre ici, là, avec du blabla. Vous voyez tout ça? Bon, bah, ça vient directement de ce fichier, là. Après, j'ai un peu de mal, je vous avoue, avec la syntaxe YML. Des fois, je me dis, mais voilà, est-ce que j'ai fait la chose correctement? Et des fois, il est tiré, des fois, il n'y a pas de tiré. Je vous avoue que, de temps en temps, je bloque un peu. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout un système d'include ici, voilà, pour que ce soit propre. Bon, il n'y a rien de très nouveau, c'est un système le header, le footer. On inclut tout ce bazar sur la page principale, donc la page index qu'il y a dessous. Puis vous voyez, là, c'est la syntaxe Jekyll, qui est très très propre. C'est la syntaxe liquid. Et là, tout ce qu'on fait, bien simplement, c'est qu'on intègre des données, mais vous voyez, il n'y a pas de boucle bizarre, toute dégueulasse, quoi. Vous voyez, c'est vraiment très propre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il y a un système de layout. Et en fait, là, c'est des squelettes en somme. Hein. C'est des structures que vous préparez à l'avance pour différents types de pages. Voilà, donc bon, c'est pas forcément une chose que je maîtrise encore très bien, mais avec Jekyll, c'est assez simple c'est relativement simple à comprendre. Après, il y a tout le système de post ici. Et
c'est vrai qu'après, il faut réfléchir sur la manière dont on organise les articles quand on fait du multilingue. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal comme ça. C'est-à-dire qu'on a comment dire ça, la racine des postes qui est ici. Ensuite, on crée autant de catégories qu'on veut. Donc là, par exemple, le dossier news, c'est une catégorie. C'est pas ce qui va me permettre de trier les catégories, mais ça me permet de bien organiser mon contenu. Et à l'intérieur de celui-ci, vous voyez, je mets les dossiers donc avec les articles en anglais et les articles en français. Donc c'est vraiment très propre. C'est ce genre de système de site statique, de générateur de sites statiques que j'ai toujours recherché. Et c'est vrai que il est pas mal. Il est pas mal. Là, bon, tout ça, ce sont les fichiers générés qui sont ensuite réinterprétés. Ce sont les fichiers finaux. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est statique. Le dossier site est statique et tout le reste est dynamique. On a une page 404, pareil. Hein. Vu que c'est du multilingue, bah, j'organise ça dans les dossiers. Le dossier A7, avec le CSS ici. Oh, ben, je vais vous montrer un petit peu le CSS vite fait après. Le dossier image ici. Je ferai quelque chose de beaucoup plus complet par la suite pour qu'il y ait des dossiers qui correspondent en fait à différentes catégories, etc. On s'en fout, on verra ça plus tard. La page contact, la même chose. Hein. On traduit. Là, c'est l'accueil, c'est la version francophone, française, puisque la page index par défaut, c'est celle qui est en anglais, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, on a ça. Donc on détermine la langue ici, puis la référence, logiquement, c'est le nom de la page qui est identique pour toutes les pages, peu importe celle que vous avez traduite, quoi. Bref, donc pour finir, oui, comme je disais, on va jeter un coup d'œil sur le CSS ici, pour vous montrer que, bon, je suis déjà en train de faire mes muses, même si je fais des révisions sur Free Bootcamp. Donc voilà, grosso merdo, margin 0 partout, avec du border box. Ça, c'est pour éviter que qu'un padding dans une boîte vienne à ajouter à la taille de la boîte. Je sais pas si je suis clair. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à tout ça? Donc ouais, je détermine pas mal de choses. Alors tout ça, vous voyez, cette partie-ci, comme je le montre ici, c'est GridLover. Hein. C'est-à-dire que toute la partie police, je l'ai générée avec GridLover. Parce que sinon, il faut faire tout un tas de calculs un peu bizarres avec notamment les variables CSS. Avec les line 8 et tout, ce sont des choses que je ne maîtrise pas. Donc pour l'instant, je préfère utiliser des outils, on va dire, d'experts. Ensuite, bon, il y a toute une partie alignement, donc ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que je peux... Regarde. Voilà, donc ensuite, vous voyez qu'il y a un générateur de grid, juste ici, là, grid CSS. Donc je l'ai un petit peu utilisé pour le début, et puis ensuite, j'ai vu comment ça fonctionnait, puis j'ai tout tripatouillé à la main. Voilà. Vous voyez, et là, il y a du flex partout. Enfin, d'abord, il y a de la grille pour... pour la structure globale du site, d'abord, il y a de la grid. Et ensuite, pour les plus petits éléments, on passe sur du flex. Vous voyez? Donc moi, j'utilise les deux. Je sais pas si je fais ça bien, mais a priori, ça fonctionne. J'en suis pas encore à faire du responsive. Hein. Le site, j'en suis pas encore là. J'y viendrai, mais pas encore maintenant. Voilà, donc c'est le tout début. Et pourquoi je fais ça, avant de clore cette vidéo? Eh bien, en fait, c'est parce que j'ai proposé de créer un site internet pour la langue Lingua de Planeta, c'est-à-dire héberger le site sur GitHub pour, en fait, tout simplement créer un contenu commun à tous ceux qui apprennent la langue. Du coup, eh bien, ça deviendra une sorte de documentation, et c'est vrai que la plupart du temps, les documentations sont hébergées sur GitHub. Je me dis, ça serait pas mal de faire la même chose. Et vu que la langue Lingua de Planeta est apprise par différentes personnes, c'est-à-dire que là-dedans, vous avez des Allemands, vous avez des Anglais, vous avez je sais pas, peut-être des Chinois, j'en sais rien, vous avez plein de gens qui apprennent ces langues-là, et je vais devoir obligatoirement créer un site multilingue pour cette documentation, donc c'est pour ça que
D'abord, je me fais la main pour mes besoins propres. Et une fois que je serai à l'aise, bah, je me préoccuperai donc de ce projet-là. Bon, je pense que la vidéo sera hyper longue aujourd'hui, j'en suis encore une fois vraiment désolé. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Ciao!